Salut à tous, très heureux de vous retrouver, merci d'être à mes côtés pour cette première journée de playoff qui va commencer. Nous sommes le 13 avril 2019 et je vous propose une première vidéo de preview, une première vidéo d'analyse, un scouting report de la série entre le Utah Jazz et les Houston Rockets, une série qui va être absolument passionnante, en tout cas on l'espère, pour la qualité générale, le suspense et le niveau global de ces playoffs. Cette série elle va être passionnante parce que c'est l'opposition entre le 4e et le 5e à l'ouest. C'est dans la conférence ouest le plus petit écart de victoire entre les deux équipes. Il n'y a que 3 victoires qui séparent ces deux franchises, donc un niveau global qui s'annonce relativement homogène. Donc du suspense, donc des rapports de force équitables, donc une série qui va vraisemblablement durer et qui va être, on le disait, passionnante. On a le 4e versus le 5e de toute la NBA en net rating cette saison, c'est-à-dire différence entre rendement offensif et rendement défensif. Donc on a vraiment deux des meilleures équipes de la NBA qui, dès le premier tour des playoffs, s'affrontent, se font face. Et puis on a une véritable opposition de style entre ces deux franchises, avec d'un côté la deuxième attaque de la NBA, les Houston Rockets, face à la deuxième meilleure défense de la NBA, le Utah Jazz, et puis opposition de style aussi dans la façon dont on évolue en attaque offensivement, avec un collectif très large et très bien huilé du côté de Utah, où on va chercher à produire un basket très riche en mouvement, très riche en circulation de balles. On a le 5e volume de génération de passes de toute la NBA. On fait 311 passes, si vous voulez, par rencontre. Et de l'autre côté, on a une attaque de Houston qui a un jeu un petit peu plus figé, un ballon qui est un petit peu moins mobile, puisqu'on est la 29e équipe de la NBA pour la génération de passes. Donc on a clairement deux équipes qui ont performé, mais en évoluant de façon complètement différente dans leur façon de jouer, notamment en attaque. Et puis on a un momentum aussi qui est assez intéressant entre ces deux équipes. Deuxième attaque, deuxième défense, on le disait. 18e défense, 14e attaque sur l'intégralité de la saison. Mais on a une montée en régime parce que sur les 15 derniers matchs, des deux côtés, on est allé incroyablement progresser dans ce qui était jusque-là pas notre force, puisque sur les 15 derniers matchs, les Rockets, deuxième meilleure défense de la NBA. Sur les 15 derniers matchs, Utah, troisième meilleure attaque de la NBA. Donc on a deux équipes qui sont en train de complètement monter en régime avant de se percuter, avant d'aller au clash l'une face à l'autre, et un seul se remettra de ce choc. Deux turbos, deux bolides qui ne cesse d'accélérer et qui se rencontre en choc frontal, ça laisse toujours des dégâts. Donc ça va être passionnant d'avoir deux équipes comme ça qui arrivent face à face en étant toutes les deux sur une superbe dynamique. C'est un petit peu là où je voulais en venir, et cette dynamique elle est assez flagrante. On a clairement du côté d'Utah, sur l'intégralité de la saison, une augmentation de l'efficacité offensive, alors qu'on a réussi à stabiliser une très bonne défense. Donc on a vraiment une équipe d'Utah qui arrive en play-off à bloc. Et du côté des Rockets, on a également lissé sur l'intégralité de la saison une défense qui avait commencé en étant catastrophique, qui petit à petit s'est réaméliorée et est revenue dans les standards de la saison passée. N'oubliez pas que la saison passée, Rockets avait fini premier à l'ouest, et au-delà du Harden super mutant, ce succès avait été notamment dû à une excellente défense qui avait fait de cette équipe de Houston une place forte de la conférence ouest. Je vous propose, sans qu'on perde plus de temps, un scouting report de cette série. Je vous propose vraiment d'essayer de passer au crible les enjeux, les points forts et les points faibles de chacun. On n'existe pas dans le basket pour soi-même, on existe toujours par rapport à un adversaire direct. Et du coup, comment réussir à maximiser mes forces et à contrario à minimiser, à maquiller au maximum mes faiblesses face à cet adversaire direct. Et la clé, c'est ça, c'est comment je vais m'adapter par rapport à mon concurrent, par rapport à mon opposition. Quand on regarde, en comparant les playtimes, c'est-à-dire la répartition de tout ce qu'il est possible de faire en attaque dans le basket. Vous avez de ce côté-ci
l'attaque d'Utah par rapport à la défense des Rockets. De l'autre côté, c'est l'inverse. La défense de Utah par rapport à l'attaque ici de Houston. Quand vous regardez ça très rapidement, vous avez déjà une idée en tête des rapports de force. Comment on va aller au carton, comment tout ça va se passer. Et bien quand on regarde l'attaque de Utah, ça c'est lissé pour l'intégralité de l'année, de la saison régulière, quand on regarde l'attaque d'Utah, en un clin d'œil, en un coup d'œil très rapide, on se rend compte que eh bien, la défense des Rockets, globalement, elle va faire jeu égal avec l'attaque d'Utah. Ça va matcher. Vraiment pour faire simple, vraiment pour caricaturer, ça va être match nul dans ce compartiment-là du terrain. Et puis à contrario, quand on glisse de l'autre côté, eh bien, on se rend compte que dans pas mal de compartiments, on sent l'attaque de Houston en capacité de dominer un petit peu la défense de Utah. C'est sur ce diagramme, on voit beaucoup de flèches rouges prendre un petit peu le pas sur les flèches bleues qui représentent la défense de Utah. Et bien même quand vous regardez des stats avancées, il faut toujours aller plus loin que ce que les premières impressions peuvent vous laisser, au même titre que les stats brutes, il faut toujours aller plus loin que les premières impressions qu'elles laissent. Les stats avancées, il faut le faire aussi. Parce que le rapport de force, il est un petit peu plus compliqué que ça. Il faut toujours mettre en perspective et avec un petit peu de recul tout ça, et notamment quels sont vraiment les écarts. Parce que là, ce diagramme, il juge en position dans la NBA, quels sont les écarts et surtout de quoi on parle. C'est très bien d'avoir un avantage comparatif énorme en attaque sur la défense adverse, mais si c'est dans un compartiment de votre attaque qui est assez peu rémunérateur en efficacité, eh bien ça va peut-être pas vous propulser aussi haut que vous ne l'imaginez. Mais on va revenir là-dessus. On va revenir là-dessus un petit peu plus tard. Avec un travail que j'ai fait de mon côté, c'est vraiment usine à gaz, donc je ne vais pas vous le montrer, mais faites-moi confiance, ce qui compte c'est la conclusion. Avec un travail de compilation et de pondération des stats d'attaque de cette équipe de Houston, je suis arrivé à un rendement de 105 points pour 100 possessions. Alors, ça ne correspond pas à la réalité exacte de l'équipe, mais c'est quelque part un indice d'attaque, mais qui est fourni en points par possession. Pourquoi je vous dis qu'il ne correspond pas à la réalité? Parce qu'il y a des parties, à peu près 7-8% de ce qui se passe sur un terrain qui est pas catégorisable, qui est classé en divers. Et moi, j'en ai pas tenu compte. C'est pour ça que ça peut créer un décalage par rapport aux points pour 100 possessions dans les stats avancées que vous trouverez sur Internet. Mais en gros, ayez ça en tête. L'indice d'attaque de Houston, c'est 105 points pour 100 possessions. Et si on match les tendances défensives d'Utah par rapport aux tendances d'attaque des Rockets, donc si on fait vraiment se superposer les deux, on arrive à une équipe d'Utah qui a un indice défensif sur les tendances des Rockets à 98 points pour 100 possessions. Donc on a vraiment une équipe d'Utah qui potentiellement peut être en capacité de bien gêner cette attaque des Houston Rockets. Je ne suis pas en train de vous dire qu'ils vont la neutraliser, mais je suis en train de vous dire qu'ils sont armés pour la ralentir, pour la gêner et pour éventuellement la faire un petit peu diminuer de niveau d'efficacité, si vous voulez. A contrario, analysons l'inverse. A contrario, l'attaque d'Utah, elle a un rendement, sur mon calcul, un indice de 100 points pour 100 possessions. On retrouve cette attaque d'Utah qui est beaucoup moins efficace que l'attaque des Rockets. On a toujours pris l'échantillon de l'intégralité de la saison régulière. A contrario, la défense des Rockets, en matchant exactement sur les tendances d'Utah, elle a une capacité défensive à 101 points pour 100 possessions. Donc on a, et c'est ce qu'on retrouvait quelque part dans le diagramme que je vous ai présenté tout à l'heure, on a très clairement une attaque d'Utah et une défense de Houston qui font jeu égal. En gros, on est sur la même longueur d'onde. La capacité de nuisance des Rockets, elle n'est pas spécialement plus marquée que la capacité d'efficacité de l'attaque d'Utah. Donc, match nul de ce côté-là. Par contre, de l'autre côté, on a très clairement une défense d'Utah qui peut bien gêner une attaque de Houston. Donc, quand on prend la vision globale avec les réels niveaux d'efficacité en points par possession, eh bien vous vous rendez compte que on a une défense d'Utah
qui peut mieux gêner l'attaque de Houston que l'inverse. Donc ça c'est déjà une première tendance à avoir en tête. Il peut se passer quelque chose, il peut y avoir un déterminant défensif qui serait du coup favorable à Utah dans cette série. Pour que tout ça arrive, eh bien il y a des stats clés. Il y a des stats clés qui sont à surveiller et qui vont être les déterminantes de cette confrontation, ce que je vous propose très concrètement de dévoiler maintenant ensemble. Première stat clé qui va être à surveiller dans cette série, c'est l'adresse à 3 points. Alors ça devient d'une grande banalité de dire ça désormais en NBA, tant le tir à 3 points est devenu prépondérant dans les performances des équipes. Mais là, évidemment, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête parce qu'on a deux des équipes qui tentent en proportion le plus de tirs à 3 points de toute la NBA. Les Rockets, c'est 52% de leurs tirs tentés en attaque. Donc c'est la moitié de ce qu'ils font en attaque. Donc le soir où on n'est pas en adresse à 3 points, bah, c'est 50% de notre attaque qui disparaît. Et du côté d'Utah, eh bien, on est la 6e attaque qui tente le plus de tirs à 3 points. Mais ce qui est fascinant, et on retrouve toujours ce postulat de l'opposition de style, c'est qu'on va rechercher du tir à 3 points mais d'une manière complètement différente. Tant bien mieux, ça reste ultra important pour nous dans les deux équipes. Du côté d'Utah, on est l'une des équipes qui tente le plus de tirs à 3 points complètement ouverts, considérés comme wide open, c'est-à-dire où le défenseur était à plus de 2 mètres de toute la NBA. On a donc des tirs à 3 points qui sont trouvés après une recherche collective. Il y a une circulation du ballon, il y a des sorties d'écran, il y a des hand-off, il y a des renversements à l'opposé, et on a un joueur tout seul à 3 points qui sanctionne. Structure collective pour la recherche du tir à 3 points. Tandis que du côté des Rockets, on est l'équipe de la NBA qui tente le plus de tirs à 3 points en pull-up, c'est-à-dire en sortie de dribble, dans des séquences d'isolation ou dans des séquences de pick and roll, dans le sillage. Vous avez deviné de qui je parlais, d'un certain James Harden, et c'est également en tout cas quelque chose qu'il faut surveiller parce qu'on est ultra dépendant de ce rendement-là à 3 points. Deuxième stat clé de la série, bien entendu, on y arrivait avec la stat précédente, c'est l'apport de James Harden. C'est l'apport de James Harden. Je vous en avais déjà parlé dans des vidéos précédentes. James Harden, qui est le super mutant de l'équipe, le catalyseur offensif de cette équipe des Rockets. Regardez ces différences de rendement dans les scénarios de victoire et de défaite. Harden en victoire, c'est 46% en tir, 38% à 3 points. Quand vous tombez dans des défaites, un soir où Harden n'est pas en réussite, eh bien dans les défaites des Rockets, c'est 41% au tir, seulement 33% au tir à 3 points. Donc côté Houston, côté James Harden, on n'est pas du tout dans une situation à la Giannis Antetokounmpo ou dans une situation à la LeBron James version Cavaliers, où qu'on soit dans une victoire ou dans une défaite, le rendement de ces deux joueurs était le même. On met le même nombre de points au même pourcentage, on fait les mêmes passes, les mêmes rebonds, etc. C'est les joueurs de complément qui font la différence. Avec James Harden et les Rockets, c'est un petit peu l'inverse. Non pas que je caricature évidemment, non pas que les joueurs de complément ne comptent pas, mais un Harden qui est dans un soir sans en termes de performance d'attaque, en termes de réussite, eh bien dans son sillage, l'équipe s'écroule. Vraiment pour schématiser, pour caricaturer, James Harden c'est 64% au tir réel dans les victoires, 56% dans les défaites. Donc, côté Utah, si on arrive à ralentir un petit peu James Harden, eh bien on met déjà un premier pied dans les demi-finales de conférence. Parce que dans le sillage du ralentissement d'Harden, l'attaque, qui est quand même la force numéro 1 des Rockets, s'écroule un petit peu, et derrière vous pouvez prendre le pas sur eux. Voilà pourquoi c'est évidemment à surveiller de très très près. James Harden, c'est 50% du temps en attaque des séquences d'isolation. C'est 87% de paniers marqués qui ne génèrent pas de passes décisives pour un coéquipier. Donc en fait, James Harden, il est au début et il est à la fin de la séquence d'attaque. Il se crée ses paniers lui-même, si vous voulez. Le coéquipier vient un peu poser des écrans, etc. Mais c'est un numéro de soliste dans cette équipe des Rockets. Ce qui peut, paradoxalement, être facile avec des guillemets à
à défendre quand vous êtes une bonne défense. Parce que vous savez que dès que James Harden il va avoir la balle en main, le danger c'est lui. Vous pouvez surcharger défensivement sur lui. Et à contrario, vous savez que dès que James Harden a lâché la balle, c'est un joueur qui ne va pas exister sans ballon, donc il est un petit peu moins dangereux. C'était sans compter sur le fait que James Harden c'est un super mutant et que même avec les défenses focalisées pour lui, il arrive à décrocher des pourcentages de réussite en insolence, notamment, on en avait déjà parlé plein de fois, sur les pull-ups à 3 points, où il est cette saison à 36%, je crois de mémoire, il était à 38% la saison passée, donc ces step back, dribble entre les jambes ultra bien contestés, eh bien il tourne à mieux que la moyenne NBA en termes de réussite sur ces tirs-là. Maintenant attention, la saison passée, il était à 38, il était passé à 31% en playoff, c'est exactement ce que Utah veut essayer de le forcer à faire dans cette série. Mais là où il y a un véritable casse-tête, c'est que, on va venir sur les séquences d'isolation avant, mais c'est que James Harden, évidemment, c'est la tour de contrôle, c'est le catalyseur de l'attaque de cette équipe des Rockets. Regardez, quoi qu'il se décide à faire sur le pick and roll, eh bien on se retrouve avec un rendement qui est très 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 bon. S'il décide de la jouer pour lui-même sur le pick and roll, il est considéré comme excellent. Et puis si on décide à passer à un coéquipier, à un Capella qui ouvre au cercle ou un Tucker qui est resté dans le coin, et bien on a également côté Rockets des rendements qui sont très très bons. Donc casse-tête sur le pick and roll, et puis casse-tête sur l'isolation, 50% de ce qu'il fait en attaque, on le disait tout à l'heure, ou également ses rendements, regardez, ils sont très très bons. Par contre, et ça je vous l'avais déjà présenté sur Twitter il y a 2 mois à peu près, il y a une tendance qui est assez fascinante avec James Harden. C'est pour ça que je vous dis, dans cette vidéo, on fait aussi un petit peu un travail de scouting. Exactement ce que les assistants coachs, les coordinateurs vidéo d'Utah sont en train de faire en ce moment même. On a un Harden qui, quand il est en séquence d'isolation, quand il va descendre dans l'aile, eh bien majoritairement, il va faire un pull-up à 3 points. C'est-à-dire que Harden dans les ailes, c'est 2 fois sur 3, je fais mon pull-up et non pas je drive. Alors que quand il est dans l'axe panier-panier, en gros, c'est 1 fois sur 3, je drive à gauche, 1 fois sur 3, je drive à droite, et 1 fois sur 3, je fais mon petit step back à 3 points. Je descends dans les ailes, pull-up, je reste dans l'axe, c'est un petit peu plus varié. Et il y a une autre tendance qui est absolument fascinante, c'est que quand James Harden drive sur sa main droite, donc sur sa main faible, que ça soit dans les ailes ou dans l'axe panier-panier, il a un pourcentage de réussite au tir qui est inférieur de 10 à 30 points de pourcentage aux séquences où il part sur sa main gauche. C'est absolument fascinant et c'est vrai dans tous les compartiments du terrain. Par exemple, regardez ici, quand Harden il se décide à partir à gauche, quand il est ici à droite du terrain, eh bien il part à gauche, il va tourner à 50% de réussite au tir, il part à droite, ça tombe à 34%. Et c'est vrai sur tous les endroits du terrain, et c'est en constatant ça que les Milwaukee Bucks s'étaient décidés dans un match de saison régulière, souvenez-vous, à faire une orientation ultra marquée vers le côté droit, en interdisant complètement Harden de revenir sur sa main gauche. Eh bien, ils avaient fait cette défense très 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 agressive, cet ajustement défensif sur Harden, qui avait été obligé de partir sur sa main droite. Il avait fait un mauvais match d'attaque et les Rockets s'étaient inclinés. Ça va être fascinant de voir comment Utah se positionne en ayant ça en tête et en l'ayant vu en action avec cette équipe des Bucks défensivement un peu plus tôt dans la saison. Autre stade de la série qu'il va falloir suivre avec beaucoup d'attention, c'est la capacité des Houston Rockets à provoquer des fautes et à tirer des lancers francs. Pourquoi c'est crucial? Parce que dans les 4 matchs qui ont opposé Utah et Houston durant la saison régulière, même si vous allez me dire « Ouais, mais c'était la saison régulière, ça ne veut plus rien dire, maintenant on écrit une nouvelle page. » Je suis complètement d'accord avec vous, mais il est toujours intéressant quand même, pour apprécier une série, d'avoir en tête non pas les performances brutes, mais les rapports de force et en tout cas comment s'étaient dessinées les victoires et comment s'étaient dessinées les défaites. Et dans les 2 défaites de Houston versus Utah en saison régulière, eh bien on avait tiré pratiquement plus de 2 fois moins de lancers francs
que dans les victoires. 34 lancers tentés en moyenne en victoire, on était seulement à 15 dans les défaites. 40% de free throw rate, de taux de lancer franc dans les victoires, et on était péniblement à 18% dans les défaites. Donc les Rockets en capacité de provoquer des fautes, d'aller chercher des points à haut pourcentage sur la ligne des lancers, c'est des Rockets qui vont chercher de l'efficacité sur des paniers à haut pourcentage, hein, parce que n'oubliez jamais que quand vous mettez des points sur la ligne des lancers, c'est des points à 80%, donc ça booste votre attaque. Et donc à contrario, la défense d'Utah, la clé, c'est d'accorder le moins de fautes possible, et donc le moins de lancers francs possible à cette attaque de Houston. Et une nouvelle fois, la tendance globale de l'équipe de Houston se retrouve dans la tendance individuelle de Harden. Harden, dans les défaites face à Utah, il n'avait tenté que 6 lancers francs en moyenne, et on était à 15 dans les victoires. Donc si Utah arrive à bien défendre, sans faire faute, sans donner de lancers francs à cette équipe des Rockets, eh bien il y a une nouvelle fois un rapport de force qui devient à l'avantage de cette équipe du Jazz. N'oubliez jamais que James Harden, il a le 170e pourcentage au tir pondéré, donc 2,3 points, de toute la NBA. À titre de comparaison, Steph Curry est classé 40e. Donc Harden, il marque énormément, mais dans une démarche où on est en volume. Sur les tirs de champ, il n'est pas spécialement en efficacité. Il met 36 points, mais il a des pourcentages qui sont dans la moyenne de la NBA. Là où il va chercher de l'efficacité, c'est sur la ligne des lancers. Parce qu'il en tente 11 par match, parce qu'il arrive à provoquer des fautes, et à tenter 11 lancers francs par match, à pratiquement 90% de réussite au tir. Et vous trouvez un Harden qui est sur les tirs de champ et dans la moyenne NBA, et quand vous ajoutez les lancers francs dans son calcul d'efficacité, eh bien vous le retrouvez dans le haut du classement, parce qu'il y a les lancers, parce qu'il y a les points sur la ligne qui améliorent son efficacité. Donc priver les Rockets et priver Harden de lancer franc, c'est les priver d'efficacité, et on en revient toujours à cette attaque neutralisée et à cette défense de Houston, et à cette attaque de Houston, pardon, qui peut être un petit peu en souffrance. Les Rockets, 6e taux de pourcentage de la NBA. Utah avait le 3e taux accordé à ses adversaires directs. Donc il y a une carte à jouer pour Houston. Utah le sait. Ça va être la guerre psychologique des coachs et la guerre tactique en playoff. Point qui est maintenant hyper important, et la stat à suivre pour les Utah Jazz, le Utah Jazz, c'est la gestion des pertes de balles et, deuxième facteur, des points marqués dans la raquette pour Utah. Une équipe d'Utah, la tendance est vraie dans l'opposition saison régulière versus les Rockets, elle est également vraie sur la saison régulière. Regardez dans les oppositions, dans les défaites, on a une équipe d'Utah qui a vu son taux de perte de balles absolument exploser. Utah n'est pas une bonne équipe de repli défensif. Vous perdez des ballons, ça veut dire contre-attaque potentielle pour l'adversaire direct. Ça veut dire Houston qui est lancé en transition et qui trouve des paniers faciles. Ça, c'est le scénario catastrophe pour Utah. Houston, c'est pas une équipe qui aime particulièrement jouer vite, mais les points en transition pèsent pas mal dans le rapport offensif. Ils sont très bons à ce niveau-là. Donc, toutes ces balles perdues, ces potentiels contre-attaques qui seraient abandonnés par Utah au profit des Rockets pourraient se payer vraiment très 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 cher. Donc le contrôle du ballon, la gestion et la rigueur par rapport aux pertes de balles est très 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 importante. Regardez, on avait 22% de pertes de balles dans les défaites, contre 15 dans les victoires, avec un assist turnover ratio du coup dans les défaites qui était inférieur à 1, donc c'était la catastrophe. Dès que Utah n'arrive pas à dérouler son jeu d'attaque avec un ballon qui circule, une balle qui est très vivante, des transferts à gauche à droite, ça circule. Dès qu'Utah est neutralisé un petit peu là-dedans, ça cafouille, on fait des mauvaises passes, des passes déviées, des passes interceptées, derrière l'attaque s'écroule et Utah s'écroule. Donc gestion de la balle, des pertes de balles, hyper importante. Et puis deuxième point qui est hyper important, c'est la capacité d'Utah à aller chercher des points à haut pourcentage dans la raquette. C'est aussi un déterminant qui a opposé les deux durant la saison régulière, et au même titre que c'était vrai face aux Rockets, ça a été vrai sur l'intégralité de la saison régulière pour Utah. Regardez, dans les 2 victoires face à Houston cette saison, on est à 67% de réussite au tir pour les tirs tentés à moins de 2 mètres.
On tombe à 49% dans les défaites. Alors que finalement, le tir à 3 points, on en parlait en stat 1 à surveiller, le tir à 3 points n'a pas été si déterminant que ça. Parce que regardez, dans les victoires d'Utah face aux Rockets en saison, on a été à 30%, donc on a mal tiré à 3 points. On a été à 28% dans les défaites, 30% dans les victoires, ça fait pas un énorme delta. Là où il y a eu un delta, c'est sur les points au pourcentage, tout près du cercle. Et ça, c'est la carte à jouer de Utah dans cette série face aux Houston Rockets, parce que les Houston Rockets, c'est la 4e plus mauvaise défense de la NBA pour les tirs qui sont tentés dans la raquette. Les tirs qui sont tentés tout près, là, ici. Et on le voit très très bien sur la shooting chart défensive des Rockets, il y a du orange dans la raquette. Autant on arrive très bien à contester les tirs à 3 points, autant la protection de la raquette, c'est pas la force de Houston, et Utah évidemment le sait, et Utah a tout intérêt à insister là-dessus durant cette confrontation en playoff. Ça veut dire insister là-dessus avec un Gobert sur le pick and roll qui flash, qui ouvre au cercle, et si la défense des Rockets ne vient pas se refermer, redescendre sur lui, il claque des dunks au alley-oop, ou passe à terre, petit dribble et je claque mon dunk. Ou bien sur des renversements, des drives de Donovan Mitchell ou de Rubio, on va se forcer à aller attaquer le cercle pour aller chercher ses points au pourcentage dans la raquette. Ça, c'est hyper important, c'est vraiment pour Utah l'exploitation numéro 1 de la faiblesse défensive des Houston Rockets. Et puis ça peut aussi être des tirs à 3 points de Houston qui sont récupérés en rebond offensif et derrière claquette dunk, ou derrière petit rebond qui tombe dans la raquette et on remonte tout de suite en dessous. C'est aussi un point qui va être à surveiller parce qu'au niveau des rebonds, il y a un très clair avantage à cette équipe d'Utah. Autre stat qui va être très importante à surveiller, c'est le tempo du match. Utah a très clairement intérêt à ce que cette confrontation face aux Rockets soit une guerre de tranchées, à ce qu'on soit dans un tempo lent. Les Rockets aiment aussi jouer lentement, donc c'est pas forcément les forcer à rentrer dans quelque chose qu'ils n'aiment pas. Mais pourquoi je vous dis que c'est un avantage Utah? Parce que sur la saison régulière, 86% du temps, Utah, dans ses séquences d'attaque, était en jeu placé mi-terrain. Et en termes d'efficacité sur le jeu placé mi-terrain, eh bien, ils s'en sortent très très bien. Ce qu'Utah n'arrive pas à faire en attaque, c'est jouer en transition. Dès que ça accélère, ils sont perdus. Et leur rendement, comparativement par rapport aux autres équipes, il s'écroule. Et si on regarde un petit peu les tendances mi-terrain, effectivement, on se rend compte que Utah, eh bien, dès qu'on est en attaque placée, on est sur les tirs de champ excellents, on est sur les paniers tentés près du cercle très bon, et sur les post-up, ça ne représente pas grand-chose, mais on est également excellent. Il n'y a que les petits runners, c'est les flotteurs, là, les tirs en avançant, en tir drop à la Tony P qu'on ne sait pas faire, mais ça ne représente pas grand-chose dans le jeu d'attaque. Donc jeu placé, mi-terrain, on est très très bien côté Utah Jazz. C'est pour ça que quelque part, on retrouve un petit peu le parallèle avec la gestion des pertes de balles. Une équipe d'Utah qui n'arrive pas à dérouler son jeu placé, qui n'arrive pas à dérouler son jeu d'attaque mi-terrain, qui perd des ballons, qui permet à l'adversaire d'avoir des possessions bonus et donc un tempo de match qui s'accélère, c'est une équipe d'Utah qui se tire dans le pied. A contrario, une équipe d'Utah très rigoureuse qui rentre dans une guerre de tranchées, on exploite chaque possession sur du jeu placé mi-terrain, c'est un scénario qui correspond très très bien au souhait d'Utah, et ça s'était complètement vu une nouvelle fois dans les 4 matchs qui avaient opposé les deux équipes en saison, avec un pace dans les victoires qui était à 99 quand il tombait à 107 dans les défaites pour Utah. Donc très clairement le contrôle du tempo est aussi une variable qui est très très importante pour cette équipe du Jazz. Ça ne veut pas dire qu'ils doivent refuser la contre-attaque, entendez bien ce que je dis, mais un match qui dans sa globalité est joué sur un tempo très lent, même si ça convient quelque part aussi aux Rockets, mais c'est très clairement un scénario qui est plus favorable à cette équipe d'Utah. Donc cette série, elle va être absolument passionnante, et elle va être quelque part un révélateur du vrai niveau des deux équipes, et peut-être un focus plus particulier sur le vrai niveau de cette équipe des Houston Rockets. Parce que les Rockets, ils ont connu une saison en ascenseur émotionnel. On a commencé très 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 mal, et puis ensuite on est un petit peu revenu, et puis sur la toute fin de saison, on a un petit peu craqué. Les Rockets, ils auraient pu finir 2e à l'Ouest, ils ont un tout petit peu craqué, ils tombent à la 4e place.
Donc la façon quelque part dont ils vont se comporter face à cette équipe d'Utah, qui, on vient de le voir, est une très très bonne équipe et une équipe très dangereuse dans ces playoffs 2019, mais la manière, si vous voulez, dont l'équipe des Rockets va se comporter dans cette série, elle est vraiment très 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 intéressante à suivre. Si les Rockets sortent assez facilement Utah, ça va être un indicateur d'un niveau atteint par l'équipe qui est pour le coup vraiment élevé, et cette équipe des Rockets peut à ce moment-là aller très très loin dans les playoffs à venir. A contrario, une équipe des Rockets qui montre vraiment déjà beaucoup de limites et qui est énormément en souffrance face à cette équipe d'Utah sera déjà un très 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 mauvais indicateur. Utah a également toutes les cartes en main pour, je dirais pas créer la surprise, parce qu'entre 4e et 5e, on ne peut pas considérer qu'il y ait de grosses surprises quand l'un ou l'autre s'impose, mais l'équipe d'Utah, elle a toutes les armes, et je vous l'ai présenté, pour eh bien faire tomber Houston et confirmer également la très très bonne saison que cette équipe a réalisée sur l'exercice 2018-2019. Paradoxalement, c'est la manière dont les équipes vont se comporter en dehors de leur zone de confort qui va être le déterminant de la série. C'est-à-dire que c'est pas la très bonne attaque de Houston qui va devoir être très très bonne et la très bonne défense de Utah qui va devoir être très très bonne. C'est pas ça qui va faire la différence. Ce qui va faire la différence, c'est l'attaque d'Utah, qui n'est pas la spécialité de l'équipe sur l'intégralité de la saison, comment elle peut être meilleure que ce qu'elle n'a été en saison régulière, et idem pour la défense des Rockets, dans quelle mesure les Rockets peuvent hausser leur niveau défensif, qui leur offrirait des ballons volés, des séquences en jeu rapide qui pénaliseraient énormément Utah. C'est comment les deux équipes vont se comporter dans leur zone d'inconfort. C'est ça qui va vraiment être aussi un déterminant de cette série. Et ce qui est fascinant avec les Rockets, c'est que ce qui est vrai à petite échelle pour Harden est vrai à grande échelle pour l'équipe. Donc vous pouvez appliquer toutes ces problématiques Global Rockets également à James Harden. Et ben, je pense qu'il va y avoir de la sueur. Je pense qu'il va y avoir de la sueur, il va y avoir des larmes. Je pense pas qu'il va y avoir de sang, je ne le souhaite pas. Hein. Mais cette série promet vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup d'intensité. Et vraiment un choc, on le disait en préambule, en lancement de vidéo, vraiment un choc entre deux bolides qui arrivent à pleine vitesse en play-off. Ça va être passionnant. Espérons de l'intensité, de la folie, des matchs au buzzer et un 7e match pour qu'on commence l'exercice 2019 des playoffs sous les meilleurs auspices. Merci de votre fidélité. On va se retrouver très vite. Bon match à tous.